Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous pour cette toute dernière émission de la saison. Depuis le mois de septembre, nous nous tenons compagnie tous les samedis et dimanches sur Médiane TV dans On se dit tout. Et aujourd'hui, justement, nous allons faire une sorte d'introspection. Ce que je vous propose, c'est à l'occasion des vacances d'été, donc à l'occasion de ce petit moment de retrouvailles en famille avec vous-même, de faire un petit point de tous ces sujets que nous avons pu discuter ensemble tout au long de l'année. Je vous propose d'en parler avec deux professionnels. À tout de suite pour les détails. Et sans plus tarder, pour ces conseils à emporter pour les vacances, deux spécialistes. Amal Hihi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Partagez. Rayonnante et solaire. Toujours. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes conférencière internationale et coach professionnel. Merci d'être sur le plateau d'On se dit tout. Et à vos côtés, radieuse comme toujours, Rita Alami. Merci. Vous allez bien? Super. Psychologue bien, clinicienne et présidente de l'association marocaine de psychologie de l'enfant et de l'adolescence. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Parfait. Alors, mesdames, l'un des tout premiers sujets de cette saison, c'était l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est l'éternelle problématique des parents qui travaillent. Et de façon générale, de ces personnes qui travaillent, qui n'ont pas envie, on va dire, de lâcher le côté personnel non plus et qui ont besoin de construire une carrière. À la veille des vacances d'été, c'est aussi le moment de se dire, très bien, comment j'ai passé ces 9 mois, ces 10 mois, ces 11 derniers mois qui se sont passés. Je vais me retrouver avec moi-même et qu'est-ce que j'ai fait de tout cela? Est-ce que je suis dans cet équilibre ou pas? Je vous pose la question à vous, Rita Alami. Il y a quand même pas mal de soucis de famille qui vous arrivent en cabinet à cause de ce problème-là, de ce déséquilibre vie privée, vie professionnelle. On n'est pas là, bien sûr, pour faire le procès aux parents, pas du tout, mais peut-être rappeler certaines choses essentielles. Oui, effectivement, je dirais que c'est difficile. Il ne faut pas se leurrer. Pouvoir trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'est pas quelque chose d'évident. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pouvoir réussir dans la vie professionnelle demande quand même certaines exigences. On devient de plus en plus perfectionniste, on est plus dans la quête de la réussite, dans la quête du bien faire, du toujours plus, du toujours mieux. Et du coup, on travaille plus. Très souvent, justement, le travail, il envahit un peu la vie personnelle. Et ça, malheureusement, ça impacte la vie de couple, la vie des parents, mais aussi la relation avec les enfants. Parce que quand on a passé toute l'année à travailler beaucoup, très tard, tardivement, avec par moments peu de contact avec nos enfants, eh bien, il y a aussi de la culpabilité derrière, il y a aussi les relations qui peuvent être lésées au niveau de la relation parent-enfant. Donc oui, effectivement, on reçoit pas mal de patients en souffrance, justement. Petits et grands. Petits et grands. Très souvent, les parents, ce qu'on retrouve, c'est « je ne sais pas comment faire avec mon enfant » et ou de la culpabilité. Pour ne pas parler du burn-out, des fois aussi, il y a des mamans, surtout des mamans qui en arrivent même à la dépression. Et chez les enfants, c'est autre chose. Les enfants et les ados, c'est plutôt le symptôme qui va être là, c'est plutôt un appel à l'aide. C'est je ne vois pas mes parents travaillent trop, ils sont toujours sur leur téléphone, parce que ça, on en parle beaucoup. Et effectivement, donc, il y a une quête, il y a un besoin. J'ai besoin de ma mère, j'ai besoin de la présence réelle de mes parents. C'est ça. Mais en même temps, vous le dites, c'est une problématique récurrente. Et en même temps, ces gens qui travaillent ont besoin d'être performants. Et ça, Amal Hihi, vous le connaissez très très bien. Vous êtes conférencière, vous êtes coach international et vous dites qu'aujourd'hui, l'entreprise est de plus en plus complexe. Oui, très très complexe et les relations encore plus. Exactement. Parce qu'au-delà de l'expertise métier, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est révolu le temps où on ne demandait que d'expertise métier. C'est ça. C'est complètement dépassé. Aujourd'hui, dans une entreprise, une organisation qui devient de plus en plus complexe, vu que l'environnement lui-même devient complexe, on demande aux collaborateurs d'être encore plus performants, d'être encore plus agiles, d'être encore plus flexibles. Et donc, ça va forcément impacter leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, la valeur ajoutée en organisation, c'est la capacité à gérer une relation. Les relations deviennent complexes parce que les enjeux sont importants.
les enjeux sont importants, les ambitions sont plus importantes et tout un chacun aspire à évoluer dans l'entreprise et donc forcément il y a des frictions qui vont se mettre en place, ce qui va venir impacter parfois même aux dépens de la performance, aux dépens des résultats et des objectifs attendus. Tout à fait. Oui. Mais ça ne concerne pas uniquement, on va dire, l'entreprise, même tous les professionnels. Par exemple, il y a 30 ans, 40 ans, eh bien, dans chaque ville, il y avait un médecin, deux médecins, deux spécialistes par spécialité. Aujourd'hui, il y en a 20, 30, 40. Et il faut que tous ces professionnels, on prend par exemple là le cas des médecins, mais il faut que tous ces professionnels puissent se démarquer d'une manière ou d'une autre. Donc on les voit par exemple se lancer dans beaucoup d'autres projets en parallèle. Et le burn-out, ce n'est plus du tout le propre de l'entreprise. C'est aussi... tous les métiers sont concernés aujourd'hui. C'est vrai, sauf qu'en organisation, il y a cette proximité qui vient ajouter de la complexité. C'est vrai que les professions libérales sont aussi touchées par cette problématique. Mais dans les professions libérales, les gens ne travaillent pas dans le même espace. Au fait, ce qui va venir, en tout cas, rendre les choses encore plus difficiles, c'est cette proximité. C'est que les gens travaillent dans un espace commun. Et donc, les frictions sont les frictions humaines sont là. Là. Et donc, c'est ce qui va venir rendre la tâche encore plus difficile. Alors, ce qui nous amène à cette question qui est très importante, vous l'avez dit en tout début, arriver à cet équilibre parfait, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de dire? Et on leur dit en fait que nous allons défiler pour eux plusieurs points qui concernent leur quotidien. Par rapport à ce point en particulier, c'est quoi l'idée? C'est de se dire cet équilibre, je ne vais pas y arriver, il va falloir que je fasse la part des choses, que je choisisse. C'est quoi la meilleure façon de vivre plus sereinement une année professionnelle, Rita? Alors moi, je ne dirais pas, je ne pourrais pas y arriver parce qu'en tant que psychologue, je vais du principe qu'on peut toujours y arriver si on se donne les moyens de le faire. Alors peut-être, il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on en fait autant. Parce que quand on travaille auprès des patients et qu'on les écoute, on comprend aussi que derrière cet acharnement, il n'y a pas que les exigences de l'entreprise ou du libéral. Il y a aussi la façon de réfléchir, les pensées, l'interprétation de tout ce qui nous entoure. Très souvent, ces gens qui travaillent beaucoup, sauf quand ils sont obligés, bien sûr, ne généralisons pas. C'est des gens qui sont dans une recherche de quelque chose. Il y a un manque, il y a un vide, il peut être affectif, ça peut être un manque de l'estime de soi, ça peut être un besoin d'affirmation vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'entourage. Mais il y a quelque chose, en fait, qui anime la personne et qui la propulse à en faire toujours plus. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas d'être rigide et de dire non, il faut absolument cloisonner le milieu professionnel tout seul, le milieu familial tout seul, parce qu'on sait que ça, c'est pas toujours vrai et c'est pas toujours réalisable. Mais plutôt, je dirais, de pouvoir nuancer. C'est-à-dire que si, par exemple, on a quelqu'un qui travaille en entreprise et qui est censé être payé pour travailler 8 heures par jour, par exemple, s'il dépasse et qu'il travaille à 9 heures ou qu'une fois par semaine, il travaille 3-4 heures de plus, ce n'est pas grave. S'il est amené à travailler tous les jours 3-4 heures de plus et que ça devient ça la norme, ça veut dire que là, il doit revoir sa façon de travailler, renégocier son contrat, enfin, se remettre en question. C'est-à-dire que, voilà, se dire qu'aujourd'hui, le travail est une fonction. Le travail, ce n'est pas moi. Je n'ai pas à m'identifier à mon travail. Mon travail, c'est quelque chose où j'y suis 6, 7, 8, 9, 10 heures par jour. Quand je sors de mon travail, j'ai besoin de me retrouver moi. Et c'est là où très souvent il y a un problème. Et je le vois auprès des patientes, c'est-à-dire qu'elles sont à la maison, elles sont sur ordinateur, elles consultent leur mail jusqu'à 40-50 fois par jour, alors que peut-être qu'elles vont en recevoir 1 ou 2 par nuit. Et donc, en fait, il y a la continuité. C'est-à-dire que le travail rejoint la maison. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disponibilité psychique, si c'est un mari, la disponibilité pour sa femme, elle est moindre. La femme, elle est encore moins disponible pour son mari et pour ses enfants. Et du coup, en fait, la personne n'est ni disponible dans son travail à 100% parce qu'elle pense à ce qu'elle doit peut-être cuisiner ou préparer le soir. Ni disponible pour la famille. Disponible pour la famille. Voilà. Alors, Amel, comment couper l'écoute pendant les vacances? Parce que Rita disait, beaucoup de personnes continuent à travailler à la maison, mais beaucoup de personnes continuent aussi à travailler pendant les vacances. Ah, ça c'est sûr. Et c'est surtout pas l'erreur à commettre. C'est ça. Au fait, on arrive en fin d'année, clairement, dans un état de fatigue qui est vraiment très, très poussé, on le voit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, en entreprise, les gens vraiment travaillent énormément parce qu'on leur demande d'aller encore plus vite, d'aller encore plus haut, d'aller chercher encore des résultats encore plus performants. Donc,
il n'y a pas le choix que de faire le maximum et de donner le maximum. C'est clair qu'on arrive en fin d'année avec un besoin très, très, très appuyé sur le fait qu'on a besoin de déconnecter. Et quand je parle de déconnecter, c'est sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on a besoin de se prendre un petit moment pour soi et sa petite famille pour se ressourcer. Ce n'est que comme ça qu'on peut devenir encore plus productif à la rentrée. Vraiment, il ne faut pas commettre cette erreur-là, parce que si on continue à travailler pendant les vacances, eh ben, on va reprendre en septembre encore plus fatigué que quand on est parti pour les vacances. Et du coup, on ne peut pas être performant. On ne peut être performant que quand on a pris le temps de s'occuper de soi. Donc comment on fait? Comment peuvent faire ces personnes qui sont, on va dire, prises en otage par le téléphone, le PC, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le verbaliser avant de partir en vacances, le dire à son supérieur, le dire à ses équipes. Je ne suis pas joignable. Eh ben, il faut le dire. Il faut le dire à tout le monde. Il faut laisser. Normalement, quand on est manager, je vais parler des managers, ils sont censés avoir une équipe qui est capable de prendre le relais quand ils ne sont pas là. Et c'est la preuve d'ailleurs qu'ils sont un bon manager. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout déléguer, de pouvoir tout organiser avant de partir en vacances. Et puis aussi de pouvoir prioriser les projets. C'est-à-dire qu'en général, quand on part en vacances, les projets qui sont importants, qui demandent notre présence, eh ben, on va les décaler pour la rentrée, de manière à ce que ça puisse tourner entre-temps. Donc l'idée, c'est de dire, laisser un message dans la boîte mail et dire, voilà, je suis absent de telle date à telle date et veuillez prendre contact avec telle personne si vraiment il y a urgence, de pouvoir quand même dire à une personne de son équipe si vraiment, vraiment il y a urgence, on peut éventuellement le contacter par WhatsApp, mais vraiment, s'il y a vraiment quelque chose de très extrême, parce que bon, n'empêche qu'il y a des responsabilités qu'il faut assumer, il faut le dire. Mais c'est aussi, je pense, une règle à s'imposer soi-même. Parce que la plupart des gens, au fait, c'est pas l'entreprise, c'est pas le N+1, c'est pas forcément les exigences de la boîte, c'est la personne elle-même. Ça rejoint ce que disait Rita parfaitement, parce que c'est les personnes elles-mêmes qui vont ne pas pouvoir déconnecter avec ce qui se passe et qui ont l'impression que si je ne sont pas là, le monde va s'écrouler. Or, le monde ne s'écroulera pas. Et c'est l'occasion d'aller fouiller et d'essayer de comprendre pourquoi aussi, pour plus refaire... Alors, il y a une catégorie de professionnels que nous avons tendance à oublier, que j'ai tendance parfois à ne pas intégrer dans ces discussions, c'est les mères au foyer. Parce que les mères au foyer, eh bien, c'est quand même du vrai travail, et c'est du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Ces femmes aussi, arrivées les vacances d'été, ont besoin de respirer parce qu'elles ont tenu, elles continuent à tenir la maison, l'école, les enfants, les devoirs, etc. Alors, comment elles peuvent, qu'est-ce qu'on peut leur dire, Rita, pour qu'elles puissent aussi souffler? Alors déjà, on va reprendre un peu le terme « mère au foyer ». Qui ne colle pas du tout avec la réalité. Oui, c'est ça, parce qu'au foyer, ça fait mode vacances. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Souvent, c'est des femmes qui travaillent beaucoup et elles travaillent encore plus peut-être que les femmes qui sont en entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de prouver à leur entourage qu'elles travaillent et qu'elles ne sont pas inutiles. Et à partir de là, donc quand les vacances d'été arrivent, souvent elles sont épuisées. Avec très peu d'aide, j'allais dire, à la maison. Donc, elles ont aussi besoin de s'arrêter, de se prendre 2 semaines, 3 semaines, et justement de négocier avant les vacances avec les enfants, avec le mari, et de dire clairement, voilà, on voyage, c'est mes vacances à moi aussi. C'est-à-dire que ne pas rester dans la continuité de ce qu'elles font déjà tous les jours. Parce que, par exemple, on va prendre le cas de certaines mamans qui louent, par exemple, des appartements, parce que tout le monde ne va pas à l'hôtel. Et elles continuent de cuisiner, de faire le ménage, etc. Donc, finalement, ce ne sont plus des vacances, ça devient encore un travail supplémentaire. Alors, les vacances pour les mamans au foyer, c'est vraiment de s'arrêter de faire ce qu'elles faisaient et puis d'aller à la découverte d'autres choses, de faire du sport, d'aller au spa, enfin... Et c'est aussi peut-être une porte d'entrée vers l'autonomie de ces enfants, parce que l'année, on va dire, ils sont dans le quotidien, ils sont dans l'école, les devoirs, etc. C'est le moment aussi de les amener vers l'autonomie, en quelque sorte? Oui, tout à fait. Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que l'autonomie, c'est quelque chose qu'on est censé travailler toute l'année. C'est ça. Malheureusement, en travaillant avec les enfants, toutes catégories sociales confondues, on se rend compte que les enfants d'aujourd'hui sont de moins en moins autonomes. On les prend en charge, on les habille, on leur prépare à la nourriture, etc. Les enfants d'aujourd'hui font très peu. Alors, il faudrait peut-être profiter des vacances
pour les initier. Mais juste qu'il ne faudrait pas que ça se fasse du jour au lendemain comme ça, de façon brutale, parce qu'après, les enfants ne l'acceptent pas. Ils disent, mais ça, c'est les vacances. Pendant toute l'année, je suis au repos. Et là, les 2 semaines de vacances, maman me dit de ranger ma chambre, de faire mes affaires, etc. Et je profite pour parler d'un point qui me tient à cœur, c'est celui de faire travailler scolairement les enfants pendant les vacances d'été. Alors, on a des mamans, notamment au foyer, qui se transforment en maîtresse pendant les vacances d'été. Ça, c'est une grosse erreur. L'enfant, l'été, je veux bien qu'il fasse de la lecture, voilà, qui s'initie notamment dans des ateliers, des clubs, pourquoi pas à de nouvelles activités, mais lui faire ressortir ses cours de maths, de physique ou de français parce qu'il n'a pas le niveau, c'est une grosse erreur, hein, comme l'a dit tout à l'heure Amel, parce qu'après, on se retrouve justement avec des enfants épuisés, dégoûtés à la rentrée scolaire. Donc ça aussi... Pas de révision pendant les vacances. Pas de révision pendant les vacances, même si l'enfant redouble. Même si l'enfant redouble. À la fin des vacances ? Peut-être 2 semaines avant la fin des vacances, mais encore une fois, il faut que ça se fasse de manière ludique. Il faut faire attention à ne pas se transformer en prof dans la maison. D'accord. Alors, Amel, on revient à l'entreprise. On revient peut-être cette fois-ci aux hommes, pour faire le lien avec ce qu'on disait à l'instant avec Rita. Avec grand H. Les hommes avec grand H. Avec petit H. On revient aux messieurs. Aux messieurs, d'accord. Messieurs, voilà. Un homme, quand même, on va dire... Les centres d'intérêt pourraient être différents. Cette femme qui est à la maison toute l'année à s'occuper des enfants a besoin de se reposer complètement, déconnecter complètement pendant les vacances d'été. Cet homme avec petit H qui était au boulot toute l'année a besoin lui aussi de décompresser complètement, de se déconnecter. Est-ce que c'est vrai que vous êtes coach professionnel, mais forcément il y a peut-être parfois aussi des échanges personnels avec vos coachés. Est-ce que vous avez aussi parfois des échanges sur cette problématique ? Ma femme est à la maison et quand je rentre, elle ne me comprend pas. Et les vacances, elle ne me comprend pas. Elle ne comprend pas que j'ai besoin de me reposer, de ne rien faire. Alors qu'en parallèle, cette femme a besoin que cet homme fasse des choses pour elle. Oui, je comprends ta question. Et bizarrement, pour être tout à fait franche, j'ai souvent le contraire. D'accord. J'ai souvent les femmes qui viennent me dire, écoutez, je travaille beaucoup et justement pendant les vacances, j'ai besoin de me reposer. Or, pendant les vacances, mon mari veut que justement je puisse cuisiner, m'occuper de lui, m'occuper de la maison. Que je fasse la femme disponible parce que pendant l'année, je ne suis pas disponible. La vérité, j'ai beaucoup plus ce type de questionnement. Mais maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, l'homme avec petit H, je pense que c'est une question de discussion et de communication au sein du couple et comment le couple fonctionne. C'est très important que le couple soit soucieux l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'homme doit être soucieux de sa femme et vice-versa. C'est un équilibre à trouver dans le sens où chacun doit pouvoir se ressourcer et parler de ses attentes à l'autre. Donc, en fait, les vacances, moi, je pense que c'est vraiment la période la plus agréable de l'année parce que c'est une période où l'homme et la femme, avec les enfants, vont se retrouver tous ensemble, que ce soit dans un appartement, dans un hôtel ou au bord de la mer, bref, quel que soit le choix de vacances. C'est un moment privilégié et il faut le vivre de cette manière-là, dans le sens où il faut, avant les vacances, anticiper et dire, voilà, comment on voudrait vivre nos vacances, de quelle manière on pourrait en profiter, quels sont les moments pour moi, quels sont les moments pour l'autre, quels sont les moments pour toute la famille. Et au fait, l'idée, c'est de s'organiser. Je pense que c'est une question d'organisation, d'optimisation et d'écoute l'un de l'autre et l'écoute du couple et l'écoute de la famille. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va parler des différents domaines de vie. Quel est le moment pour moi que je vais m'accorder? Je me fais un petit massage, je fais un sport que j'aime, je fais ça. Quel est le moment que je vais m'accorder entre couples? Des moments où on va aller dîner ensemble, rigoler ensemble, jouer ensemble, voilà, faire des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire pendant l'année. Et quel est le moment que je vais accorder à ma famille, avec mes enfants, etc. Donc, je pense que c'est un moment où toute la famille a besoin de recréer des liens forts. Des liens forts parce qu'il faut le dire, pendant l'année, ces liens-là sont malmenés. Ils sont malmenés, pas par volonté, mais par exigence de la société, par exigence de la vie en général. Donc c'est un moment où on n'a pas de pression, on n'a vraiment pas de pression de boulot, et il n'y a que la pression qu'on s'impose à nous-mêmes. Et donc à partir de là, il serait judicieux pour les couples, et moi vraiment j'aimerais passer ce message, d'en discuter en amont, pas pendant les vacances, en préparation de vacances, de dire écoutez, on va aller là. Comment on pourrait s'organiser? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment on pourrait
s'aider l'un à l'autre, comment chacun pourrait... Voilà. Donc, mais l'idée aussi, c'est de faire ce point qui est très important parce que c'est le moment où on va baisser la pression de l'année, de se retrouver en famille, de se retrouver avec soi, de faire le point sur sa vie personnelle, privée, professionnelle. Et peut-être éviter certaines erreurs pour l'année d'après aussi. L'idée n'est pas seulement de profiter de ces quelques jours de vacances. L'idée aussi est de se dire, bon, très bien, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer pour la reprise. Oui, encore faut-il être dans l'introspection et être... C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour titiller l'introspection. Et être dans la remise en question. Très souvent, les gens qui sont dans la répétition, bon, soit ils sont traumatisés, ils ont ce qu'on appelle une fixation au traumatisme, parce que ça arrive aussi, et donc on répète les échecs. Soit en fait, c'est des personnes qui ne se remettent pas forcément en question, qui pensent, qui pensent que tout est bon, que c'est toujours la faute de l'autre, que tout ce qui m'arrive, je n'y suis pour rien. Donc il y a peu d'introspection, peu de remise en question, peu de questionnement, et donc peu d'ouverture par rapport donc à l'année suivante. Mais comment on fait justement cette introspection? Vous dites, pour certaines personnes, ce n'est pas naturel. Oui. Alors c'est quoi? On se donne rendez-vous avec soi? Oui, il y a un rendez-vous parce qu'à partir du moment où, comme on a dit tout à l'heure, on ne fait rien, le fameux rien, en fait, c'est pas tellement rien, parce qu'on est, en général, quand on ne fait rien, on réfléchit, parce que le cerveau ne s'arrête pas. Tant qu'on est éveillé, on réfléchit. Cette réflexion, au bout de quelques jours, elle nous amène très souvent à des idées. Ces idées-là, il faut les prendre en compte, il faut les noter, il faut avoir un petit carnet sur soi et se dire, bon, j'ai peut-être telle idée, laquelle serait plus fructueuse pour moi. Et quand je parle de remise en question, c'est pas forcément d'aller voir un coach ou un psychologue, mais c'est quand on est en situation difficile, conflictuelle, c'est de prendre du temps pour soi, de s'arrêter, de se dire, ok, j'ai tel problème, quitte à l'écrire, j'ai tel problème, et j'ai même un problème qui se répète, ça dure peut-être depuis 2, 3, 4 ans. Alors, où j'en suis moi? Pourquoi ça m'arrive? Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment essayer de se poser toutes les questions pour avoir quelques réponses. Et après, pourquoi pas engager une thérapie si on n'arrive pas du tout à trouver les réponses. Absolument. Alors, on parle beaucoup de famille, mais il y a aussi les célibataires aussi. Oui. Et par rapport à ce questionnement personnel, professionnel, c'est ceux, on va dire, qui, en quelque sorte, sont les plus malmenés par l'entreprise parce que, justement, derrière, il n'y a pas de famille. On sait qu'ils n'ont pas peut-être d'attache. Oui, on peut avoir tendance à dire ça. Et en tout cas, eux-mêmes vont être investis dans cette optique-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le célibat devient même un problème aujourd'hui dans la société marocaine, il faut le dire. Hein. On trouve les gens deviennent de plus en plus, se marient de plus en plus tard. Pourquoi? Autant pour la femme que pour l'homme. Donc, la femme, elle a envie de faire une carrière, elle a envie de prouver qu'elle est capable de faire, elle a envie d'avoir une autonomie, une indépendance. Et donc, du coup, elle va s'investir énormément dans son travail, elle va donner le maximum et plus que le maximum. Et du coup, les années passent et puis on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait attention à sa propre vie, à ses priorités. Peut-être que c'est un choix et ça se respecte à ce moment-là. Mais peut-être aussi que ce n'est pas un choix, qu'on a été tellement dans la vie professionnelle qu'on a oublié qu'on a une vie personnelle. Et pour les hommes, pareil. Et pour les hommes, pareil, aujourd'hui aussi, les hommes s'investissent à fond dans leur travail et ils vont avoir tendance justement à ne pas être, on va dire, prioritaires pour les vacances. On va avoir tendance à donner les priorités pour les familles, justement, et les célibataires un petit peu plus tard. Donc, du coup, ce sont eux qui vont travailler pendant l'été. En général, c'est les célibataires qui se retrouvent en organisation, à assurer un peu le fonctionnement des organisations. Et donc, c'est vrai qu'ils sont un petit peu malmenés. On n'est pas en train de dire aux gens, mariez-vous pour avoir des vacances en même temps que les autres. Non, pas du tout. Mais c'est bon. Après, c'est des choix. Il y a des célibataires qui sont célibataires par choix, que cette vie leur convient et qui préfèrent même prendre des vacances plus tard, quand tout le monde est rentré, parce que voilà, le coût est moins cher, parce que les destinations sont... En fait, l'idée, c'était de ne pas dire aujourd'hui, on parle que des familles, que des couples mariés, on parle que des gens qui travaillent, on parle aussi des ce qu'on appelle les mères au foyer, on parle aussi des célibataires en entreprise, on parle de tout le monde, en fait. Bien sûr. Pourquoi? Pour essayer un petit peu de sortir toutes ces personnes de leur zone de confort, titiller un petit peu leur envie d'introspection et sortir de sa zone de confort. Toutes les deux, vous l'avez vécu et vous l'avez vécu pleinement. On en dit plus à nos téléspectateurs juste après une courte pause. À tout de suite. Et nous sommes toujours ensemble sur Médien TV dans On se dit tout pour cette toute dernière émission de la saison. Depuis le mois de septembre, on est ensemble, donc les samedis et les dimanches, pour faire le point sur tout ce qui est développement
personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, on se dit tout juste avant les vacances, c'est-à-dire ces principaux points à garder en tête pour une bonne introspection, mais aussi peut-être pour vous sortir de votre zone de confort et aller de l'avant. Et on en parle justement de ce point en particulier avec deux spécialistes, Amal Hihi et Rita Alami. Vous étiez avec moi, bien sûr, en première partie. Vous êtes toutes les deux des spécialistes, chacune dans son domaine. Amal Hihi, coach et consultante. Rita Alami, psychologue clinicienne. Et vous intervenez depuis l'année dernière avec moi sur le plateau. J'ai eu l'honneur de vous rencontrer, notamment grâce à cette émission. Mais derrière aussi, il y a des femmes, il y a des épouses, il y a des professionnels, chacune de vous, dans vos domaines respectifs, et chacune de vous a eu un parcours. Et je me suis dit, ça serait bien peut-être de finir avec vous deux cette émission, parce que vous avez chacune aussi eu le courage de sortir d'une zone de confort. Rita Alami, avant d'être psychologue, vous avez été maman, oui, déjà. C'est ça. Oui. Et vous avez été maman relativement jeune. Oui. Exactement. Tout à fait. J'ai été maman très jeune. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai eu mes 3 enfants, en fait. À 23 ans, j'étais maman de 3 enfants de bas âge. Donc, effectivement, j'étais une maman au foyer. Je me suis occupée comme j'ai pu de mes enfants. Et puis, il y avait toujours le besoin de reprendre les études, le besoin de comprendre, parce que c'est vrai que je me suis toujours posé beaucoup de questions. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours été interpellée par la psyché humaine de manière générale? Et donc, en fait, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce qu'il a fallu réintégrer le lycée parce que je m'étais mariée l'année du bac, je n'avais pas mon bac. J'ai repassé mon bac. Donc, à quel âge? Alors, j'avais quel âge? 29 ans. D'accord. Voilà, donc j'ai dû repasser mon bac, réintégrer la psychologie, c'est quand même 5 ans, on avait cours toute la journée. Avec des enfants à la maison quand même? Avec 3 enfants, et puis je suis tombée enceinte du 4e en première année psychologie. D'accord. Ça a été un peu difficile. Et puis ensuite, j'ai intégré la faculté de médecine pour plusieurs diplômes universitaires, ce qui m'a permis un peu de me spécialiser dans l'enfant, et puis énormément de formations en France. Donc c'est vrai que j'ai vraiment testé ce que c'est que sortir de la zone de confort et devoir gérer 2 choses. Gérer une maison avec 4 enfants et gérer aussi l'apprentissage, parce qu'avant de pouvoir exercer, il y avait quand même au moins 8 ou 9 ans d'apprentissage assez difficile. Mais vous étiez consciente du fait que c'est véritablement courageux déjà de repartir au lycée à 29 ans avec 11 ans d'écart peut-être avec les bacheliers, l'âge moyen c'est 17-18 ans. 17-18 ans. Alors là, quelque chose de très marrant, c'est qu'en fait on m'avait demandé au lycée de ne pas donner mon âge, de ne pas dire que j'étais mariée ni que j'avais des enfants, parce qu'apparemment ça... En tout cas, ça ne devait pas se dire. Donc, c'était très marrant parce que je m'habillais avec des jeans déchirés, des espas. Il fallait absolument que je fasse jeune. C'est ça. Mais ça, personnellement... Des copines aussi à 18 ans? Oui, j'avais des copines de 18 ans. Ça s'est très bien passé toute l'année. Personnellement, ça ne m'a pas posé de problème. À quel moment je me suis rendu compte de la difficulté? C'était plutôt durant les diplômes universitaires à la fac de médecine. Parce que là, c'était beaucoup de travail à la maison, beaucoup d'apprentissage. Donc, les examens, il fallait se réveiller à 4 h du matin, travailler, apprendre. Là, c'était délicat. C'est là où j'ai compris qu'en fait, j'étais peut-être passée par un chemin un peu compliqué, on va dire. C'est vrai, c'est courageux quand même. Et je pense que là, vous pouvez vraiment être un modèle pour beaucoup de jeunes femmes qui se marient très jeunes et qui pensent que c'est très bien peut-être d'avoir eu sa famille jeune, ok, mais qui se disent, bon, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Ce n'est jamais trop tard. Même si c'est difficile, ce n'est jamais trop tard. Oui, c'est une conviction pour moi. Dans tout ce que je fais, pour moi, il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est en vie et qu'on a la santé, on peut avancer dans la vie. Voilà, c'est ma devise. Et Amal, vous aussi, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes femmes. Vous êtes passée du monde de l'entreprise, de la salariée que vous étiez, à la femme entrepreneur, à la coach et conférencière internationale. Oui. En étant maman également. En étant maman aussi. On a des similitudes parce que je me suis mariée à 19 ans. Mais bon, moi, la différence, c'est qu'au fait, j'ai fait mes études et j'ai eu mon bac à 16 ans. Et j'ai fait mes études en France et puis je me suis mariée à 19 ans. Donc on a des similitudes. Mais j'ai changé dans ma vie plusieurs fois. Il y a plusieurs vies dans une vie, moi je dis. C'est fini le temps où on était condamné à rester dans une situation professionnelle à vie. On peut à chaque moment changer en fonction de si on s'écoute, si on voit vraiment ce qui nous inspire. Donc ça a toujours été ma devise aussi. Donc du coup, effectivement, j'ai travaillé en entreprise d'abord familiale pendant 10 ans.
Et j'ai eu le courage de la quitter. Donc j'ai quitté une entreprise familiale, ce qui n'est vraiment pas simple, parce que j'avais envie de me prouver à moi-même. Comment on arrive à convaincre sa famille? Ben c'est très difficile. C'est très difficile de venir dire parce que je travaillais avec ma mère qui était dans le commerce, et c'était très difficile pour moi de lui dire écoute, je quitte le navire, je vais ailleurs. C'est comme quitter le nid. C'est comme quitter le nid. C'était pas du tout évident, mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais réussir par moi-même, que je pouvais justement avoir postuler pour des postes intéressants, ça me faisait rêver. Et pour ça, je me suis donné les moyens, je me suis réinscrite encore, j'ai préparé un MBA et j'ai intégré le domaine de la grande distribution dans un poste de responsabilité. J'étais jeune aussi, avec 2 enfants, pareil. Et voilà, et puis j'ai roulé un petit peu ma bosse et mon dernier poste, j'étais dans un grand groupe, j'ai été directrice de filiale. Et voilà, à 40 ans, je me suis dit, bon, écoute, je me suis posé cette question, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les années qui me restent? C'est vrai que j'ai plus rien à prouver, que j'ai vraiment fait des choses passionnantes, je réalise des choses passionnantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et mon envie était justement d'être dans l'humain. Mon envie, j'avais un appel en moi qui disait qu'il était temps pour moi de partager, d'accompagner, de former, de vraiment m'occuper de cet aspect humain qui vraiment était très important pour moi. Et donc, j'ai fait le grand saut. J'ai recommencé à zéro. Mais quand je dis à zéro, c'est vraiment à zéro. Tous les autres diplômes ne servaient à rien? Si, on va dire que pour moi, le plus grand diplôme, c'est le diplôme de la vie, je veux te dire. C'est vrai, entre-temps, j'ai fait d'autres formations. Bien sûr, je me suis formée au coaching, etc. Quand je me suis dit, je vais aller là, j'ai fait des formations au coaching, en outils, énormément de formations. Mais pour moi, tout ça, c'est important à faire et on a besoin de le faire pour être structuré, pour être légitime. Bien pour sûr. Exercer un métier quand même qui est dans l'humain et on touche l'humain, on ne peut pas s'amuser avec ça. On a besoin de ça. Mais moi, je dis que la plus grande école aussi, c'est la vie. C'est l'expérience qu'on peut vivre au sein d'une entreprise, tout ce qu'on a pu voir autour de nous. Mais qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux à sortir de votre zone de confort? Amal, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de tout ce qui avait été construit? Alors, d'abord, un besoin permanent de me challenger. Moi, je suis drivée par le challenge. J'ai besoin tout le temps de nouveaux challenges. Et même aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis entrepreneur. Et à chaque fois, je me lance des choses que j'avais jamais faites. On va vous voir avec une autre casquette prochainement? Je ne sais pas. Auteur, c'est en cours. J'ai écrit un livre, donc j'ai envie de me challenger tout le temps. D'abord le challenge, et puis deuxièmement, ce que je disais, la vie est une école. J'ai vécu quelques difficultés personnelles autour de moi. J'ai vu ma mère qui a été très malade, qui a eu une dépression, et ça m'a interpellée. Et je me dis, voilà, c'est une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a tout donné, et à un certain moment, tout s'écoule autour d'elle. J'avais besoin de l'aider. Ça a été ça le déclencheur. Je me suis dit, bon, je ne suis pas outillée, comment je peux outiller pour l'aider? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le coaching. Je me suis dit, tiens, je vais me former au coaching, peut-être que je vais pouvoir l'aider. Et du coup, ça a été une très belle aventure qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'être dans ce domaine passionnant. Parce qu'aujourd'hui, quand on intervient en entreprise, il faut le dire, c'est vrai qu'on est dans l'entreprise, on est dans le milieu professionnel, mais derrière le costume, il y a des personnes. Il y a des personnes avec des émotions, avec des difficultés, avec une histoire de vie. Et ça, c'est ça qui me touche. Et en général, quand on arrive à les aider à dépasser certaines difficultés personnelles, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils deviennent performants professionnellement. Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Rita, je ne vais pas vous reposer cette question, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de votre zone de confort, mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices pour les sortir un petit peu de leur zone de confort? Et là, comme on a dit, le but de cette émission d'aujourd'hui, c'est de se dire, très bien, nous sommes à la veille des vacances estivales. C'est le moment où, en général, la pression de l'année diminue, baisse. C'est le moment de se retrouver avec soi et de se parler, de se dire, bon, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour devenir la meilleure version de moi-même? Exact. Alors, c'est déjà de savoir, est-ce qu'on est dans sa zone de confort ou pas? Moi, personnellement, je ne l'étais pas. Je pensais l'être, mais je ne l'étais pas. Je le suis beaucoup mieux aujourd'hui. Déjà de pouvoir aussi se différencier qu'est-ce qu'elles veulent, elles, réellement. Femmes et hommes aussi. Femmes et hommes, ces personnes. Ouais. C'est-à-dire, quel est leur désir, quels sont les objectifs, les vrais objectifs? Parce que très souvent, on a des objectifs irréalisables. Il faut avoir des objectifs
auquel on va accéder étape par étape. C'est-à-dire de se dire, dans 3 ans, je me vois comme ça, dans 5 ans, je me vois comme ça, dans 10 ans, je me vois comme ça. Mais à 29 ans, pardon de vous interrompre, oui, avec maman de 3 enfants et ensuite maman d'un 4e enfant, est-ce que vous attendiez un jour à vous voir à ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir psychologue clinicienne, présidente de l'Association marocaine des psychologues enfants et ados au Maroc. Vous menez beaucoup de projets en parallèle. Est-ce que vous vous voyez comme ça à 29 ans? Écoutez, en réalité, avec oui. Pas encore le bac dans la poche. Oui, oui. C'est vrai. Oui, le jour où j'ai intégré le lycée, je passais devant une université, je me souviens, c'était au mois de septembre, je me suis arrêtée, j'étais en voiture et j'ai dit, un jour j'enseignerai ici, je serai professeure dans cette université. Parce que c'était mon rêve, effectivement ça s'est réalisé parce que j'enseigne. Et en fait, le milieu associatif m'a toujours interpellée, j'ai toujours travaillé avec d'autres associations et je me disais, il faudrait un jour, je ne savais pas ça serait quoi, il faudrait un jour que j'ai ma propre association, que je puisse être utile, que je puisse laisser des traces. Parce que moi je vais du principe que de toutes les façons, la vie pour moi est un voyage. On atterrit et on repart. Il faudrait que je puisse laisser quelque chose derrière moi qui soit porteur de quelque chose de positif, tel qu'il soit. Donc je vous dirais oui, je voyais un peu les choses comme ça. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour la toute dernière émission de la saison. Merci d'avoir été là avec votre sincérité, votre honnêteté, votre bienveillance pour les téléspectateurs. Je vous souhaite vraiment de très bonnes vacances. Merci. Beaucoup d'introspection, vous en avez besoin? Oui, c'est vrai. Tous les jours. Tous les jours, ok. Et on se dit bien à la rentrée. Parfait. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour une interview santé. On va parler des fruits, en fait, parce que on a toujours entendu que les fruits étaient bons pour la santé. Et puis, depuis quelque temps, on entend que les fruits, c'est quand même beaucoup de sucre. Le vrai du faux, c'est ce que je propose tout de suite aux téléspectateurs. Donc là, je suis avec vous, docteur Bahia Azzaz. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci vous pour êtes l'invitation. Avec plaisir, docteur. Vous êtes spécialiste en nutrition et diabétologie à Casablanca. Tout à fait. Et le point avec vous sur les fruits. Justement, l'été, on va dire, c'est la saison par excellence de beaucoup de fruits. Donc melon, pastèque, raisin, bref, l'embarras du choix. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de personnes qui l'été préfèrent s'alimenter principalement de fruits. Pourquoi? Parce que c'est rafraîchissant et hydratant. Cela dit, depuis quelques années, on entend quand même des spécialistes tirer la sonnette d'alarme sur une consommation trop importante des fruits parce que les fruits seraient très sucrés et donc apporteraient énormément de sucre à l'organisme. Surtout en forme de jus. D'accord. Alors, on va faire le point avec vous. Le vrai du faux dans tout ça, d'abord, les fruits, c'est plus du tout bon pour la santé? Ah non, pas du tout. C'est pas ça. Les fruits sont bons pour la santé, les fruits sont excellents même pour la santé. Ils amènent beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup d'eau, beaucoup de fibres. Ils amènent des nutriments justement et des vitamines qu'on a aussi dans des légumes et dans les protéines, mais qui sont cuits. Et les fruits ont l'avantage de nous amener tout ça à l'état cru. Et le corps en profite, on profite bien. Sauf qu'il faut savoir comment les préparer, il faut rester dans les quantités, là, encore une fois. Il ne faut pas dépasser 2-3 fruits. Quand on se fait un jus, quand on consomme les fruits comme ça à table, on passe de la nectarine à la poire, à la banane, au raisin. Et là, non, ça ne va plus parce qu'on prend trop de sucre. Et le corps n'arrive pas à assimiler ce sucre, il va le stocker sous forme de graisse, ça va désorganiser les choses et on n'en profite pas. Donc les fruits, ça peut faire grossir? Oui. Un petit fruit, c'est pas rien du tout. Ou bien vous avez des personnes, par exemple, qui vont faire un repas de fruits, un dîner de fruits? Non. Non, c'est pas ça du tout. Ils manqueront de beaucoup de choses et ils stockeront du sucre et de la graisse. D'accord, parce que vous avez beaucoup de personnes l'été qui se disent, bon, très bien, je vais dîner avec une salade de fruits, c'est frais, c'est léger, et puis c'est sain. C'est sain, c'est sûr. C'est frais, oui, ça désaltère, mais ça stocke là aussi. Le moindre fruit contient du sucre. À commencer du citron, qui est le plus acide et qui, normalement, les gens le sucrent beaucoup. Dans un citron de taille moyenne, vous avez à peu près un demi-sucre. Le kiwi aussi est sucré. Ne parlons pas de l'orange, du raisin et tout ça. Tous les fruits contiennent du sucre. Il faut savoir les consommer avec modération, ne pas les mélanger et se contenter d'une portion de fruits. La pastèque et le melon, les gens se jettent sur ces fruits-là parce qu'ils sont désaltérants, surtout en été, comme vous dites. Mais quand on en prend trop, 200 grammes, 300 grammes, on a déjà quand même 3-4 morceaux de sucre dans le sang. 3-4 morceaux comme du sucre blanc, du sucre blanc, oui, le sucre à café. Là. Alors, la particularité du fructose, c'est quoi, ce sucre dans les fruits?
Ce sucre dans les fruits, il est mieux assimilé, justement. Son métabolisme passe par le foie, mais quand il arrive en excès, le foie le transforme en triglycérides. Et les triglycérides, c'est une graisse, ce sont des graisses qui posent un gros problème, un problème cardiovasculaire, c'est comme du cholestérol. Sauf que les triglycérides viennent du sucre des fruits quand ils sont en abondance et ça passe par le foie. C'est aussi du sucre, il est mieux digéré, mieux absorbé que le glucose, mais ça reste du sucre. Ça reste du sucre. Du sucre qui sera stocké sous forme de triglycérides. Et les gens qui ont des triglycérides élevés, quand ils ont du gras dans le sang, on leur dit arrêtez de manger du gras, mais ils arrêtent de manger du gras, mais ils continuent à manger des fruits. Alors qu'il faudrait diminuer la consommation de fruits pour voir le taux des triglycérides baisser. D'accord. Alors, vous, les spécialistes, vous tirez aussi la sonnette d'alarme sur la consommation de jus de fruits. Pourquoi? Parce que c'est encore très concentré en sucre. Non seulement c'est très concentré en sucre, mais on a enlevé du fruit la partie qui lui permet justement de diminuer son index glycémique pendant la digestion, ce sont les fibres. Et en pressant un fruit, eh ben, on lui enlève ses fibres et on ne prend que le nectar, on ne prend que le jus, que le sucre qui va comme une... Quand on prend un verre de jus d'orange, par exemple, combien il faudrait d'oranges? Disons 2, 3 oranges pour faire un jus. Déjà, dans 2, 3 oranges, on a à peu près 6 morceaux de sucre. Sans ajouter le sucre, c'est le fructose. Okay? Alors, une fois qu'on boit ça, c'est frais, on a chaud, ça désaltère, on le boit en un clin d'œil. Okay? Donc, c'est comme une injection de sucre, une intraveineuse de sucre qui arrive dans le sang et automatiquement, le corps va se défendre, va envoyer l'hormone qui est l'insuline, qui va aller digérer ce sucre et le stocker sous forme de graisse. Exact. Donc, à bannir les jus de fruits? Non, pas du tout. Alors, lesquels? Non, pas à bannir. Mais les préparer, lesquels on peut prendre tous les fruits qu'on veut, les préparer pas dans les centrifugeuses et pas dans les extracteurs de jus qui vont justement enlever toutes les fibres. Pourtant, c'est très tendance. Oui, je suis désolée. C'est très tendance, je préfère le blender, où on met le jus avec sa pulpe. On met par exemple l'orange et le pamplemousse avec sa chair blanche, qui est excellente pour la digestion, qui est pleine de fibres et qui va justement tamponner cet effet sucré du fruit. À ce moment-là, on rajoute un peu d'eau? Oui. Pour mixer? Tout à fait, on rajoute un peu d'eau, on mixe, on ne dépasse pas 2 oranges, ou là on met une orange et un pamplemousse, ou là, le miracle, le champion des fruits, c'est le citron. Ajoutons un citron dans tous les jus de fruits que l'on fait. Ça, c'est un apport magnifique parce que le citron, il est acide. Mais une fois dans le corps, il devient basique. D'accord. Okay? Il augmente le pH du corps. Il lutte contre l'acidité du corps. Il lutte contre l'acidité, justement, de tout ce qui nous vient du métabolisme des protéines, des produits laitiers, du thé, du café et tout ça. Et donc, ajouter un citron dans son jus, n'importe quel que soit ce jus, ça fait du bien. On a moins de sucre et on tamponne cette acidité. Donc, on peut très bien faire des jus, mais en modérant un peu l'apport du fruit. On ne peut pas mettre 5-6 oranges et les avaler en un coup. Et après, justement, qu'est-ce qui se passe? Après s'être désaltéré, je ne sais pas moi, un quart d'heure, une demi-heure après, on a un coup de barre, on ne se sent pas bien, on a envie de se resservir. Parce que cette glycémie qui a très vite augmenté va baisser aussi vite. Et on se sent mal. Et on a envie de se resservir. Et hop, on fait ce zigzag-là. Et c'est ça qui fatigue le pancréas. Et c'est ça qui peut, à la longue, créer des diabètes de toutes pièces. Quand on n'a plus d'insuline dans le pancréas, avec une résistance à l'insuline aussi, on fait du diabète, tout simplement. Causé notamment par des jus de fruits. Par des apports de sucre excessifs et répétés. Voilà. Que ce soit des jus de fruits, que ce soit du sucre apporté autrement. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. En fait, j'ai voulu faire un raccourci, juste pour résumer un petit peu l'idée que des jus de fruits mal préparés, mal consommés, ça pouvait être aussi néfaste que du gras. Tout à fait. Pour l'organisme. Ça se stocke en triglycérides et c'est du gras. Et c'est du gras. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Ça donne de l'obésité, ça donne des maladies cardiaques, c'est du gras. Et il faut faire la relation entre le fruit et le gras. Mais ça, ce sont des découvertes récentes, docteur? Pas trop. Pas trop récent. Ça a toujours été... Le signal d'alarme a été tiré très, très longtemps chez les nutritionnistes. Non, mais maintenant, ça se vulgarise un peu plus. C'est ça. Les gens se posent la question et ça se vulgarise un peu plus. Moi, si j'ai un conseil à donner, on ne bannit rien. Okay. Je suis toujours dans cette approche de se faire plaisir et de faire ce qu'on veut, quoi. Sauf qu'il faut savoir comment se donner les moyens de profiter de ce qu'on va boire, de ce qu'on va... Parce qu'on est dans une approche de bien-être, quoi. Je veux me faire du bien, je me fais un jus. OK? Maintenant, en voulant me faire du bien, je risque de me faire du mal. Alors, pour savoir comment, ajouter
mélanger un peu légumes-fruits. Le jus de légumes et jus de fruits. Avec mon pamplemousse, je mettrai une branche de céleri, je mettrai un peu de concombre. Le concombre est excellent. On a des légumes qui passent dans les fruits, qui atténuent cette acidité, qui apportent des fibres et qui diminuent justement ce pouvoir sucré du jus. Et l'un dans l'autre, on en profite. Donc un seul fruit par jus? Un ou deux. On peut mettre l'orange avec le kiwi, on peut mettre la poire et la pomme, on peut mettre le pamplemousse avec une pomme, avec un bout d'ananas, on mélange. Et avec ça, on met 1 ou 2 légumes, on peut mettre un bout de concombre, une carotte, un peu de betterave, pour l'apport des fibres qu'on a enlevées au jus. Mais si on le met dans le blender, il a ses jus, il a ses fibres, ça fait un peu le smoothie. C'est ça. Mais en même temps, on va dire que c'est la seule ration de fruits de la journée. Il ne va pas falloir rajouter des fruits. Alors, ce qui est conseillé, c'est 4 à 5 portions de fruits et légumes par jour. On peut prendre un fruit. Moi, je conseille le fruit le matin. L'apport est excellent en énergie, en vitamine C. Au petit ça déjeuner? Booste au petit-déj. Au petit-déj, ça booste, c'est très bien. À midi, loin du repas de midi, en collation, on peut prendre aussi un fruit. Et le soir, si on ne dîne pas, on peut prendre un fruit. Donc, ça fait 2-3 par jour, pas plus. Mais si on a pris 3 fruits dans le jus, c'est bon. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Il ne faut pas rajouter, en plus de ça... Et donc, les fruits, peut-être aussi rappeler, les fruits pas après le repas? Pas après le repas parce que ça fermente. Quand on a des protéines dans l'estomac, quand on a des produits laitiers, il y a une digestion qui est quand même assez difficile, il y a une fermentation et le fruit n'est pas bien digéré. Et c'est dommage, on n'en profite pas. Le prendre loin des repas, le prendre avant les repas, c'est une bonne chose. On en profite, il passe très rapidement. L'assimilation du fruit est très rapide. Elle ne demande pas beaucoup de temps. Tandis que quand on le mélange à autre chose, quand il vient après un bon repas de protéines, ou quand on fait un jus de lait et de fruits. Ça, c'est une association à bannir. Parce que les deux ne se digèrent pas de la même façon. Ça se perturbe mutuellement. On n'en profite ni de l'un ni de l'autre. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas l'acidité de l'orange. Alors, il y a une petite astuce là que je voudrais donner, c'est mettre un peu de l'eau de riz. C'est-à-dire? L'eau de cuisson du riz, oui. On fait cuire le riz, on prend l'eau de cuisson et dans cette eau qui est légère, qui est onctueuse, qui est douce, qui n'a pratiquement pas de goût, un peu amidonné, qui épaissit, on peut mettre le fruit qu'on veut. On peut mettre l'avocat, par exemple, qui se mélange pas bien du tout avec le lait, qui est très difficile à digérer. Mais avec l'eau de riz, c'est léger, c'est bon. On peut mettre la banane, on peut mettre les fruits qu'on veut avec de l'eau de riz. OK. Plutôt que du lait. Plutôt que du lait. Plutôt que du lait. Parfait. Exact. Donc, docteur, vous l'avez dit, l'idée, c'est de ne rien bannir, mais de donner aux téléspectateurs la possibilité de faire des choix. Et de savoir que des fruits, c'est bon pour la santé, mais attention en excès, c'est beaucoup de sucre dans le corps. De toutes les manières, un fruit, c'est aussi un apport en sucre. Et donc, ça aussi, ça c'est une information même qui est importante. Sans ajouter le sucre. Oui, tout à fait. Même sans ajouter de sucre, absolument, de sucre raffiné. Les gens, ils vous disent, moi, je n'ajoute jamais de sucre. Je fais toujours des jus nature à la maison. Déjà, ce n'est pas des jus industriels. Et je les fais à la maison et j'ajoute jamais de sucre. Mais dans son récipient, il y a une dizaine d'oranges, il y a des pommes, il y a des bananes, il y a de l'avocat aussi, il y a beaucoup de choses. Et ça consomme. Et ça désaltère sur le coup. Mais après, on a soif. C'est ça. Le sucre vous appelle à reprendre. Exactement. Donc, pour que les gens partent avec les bonnes informations, on n'est pas là pour dire que les fruits, c'est pas bon pour la santé. Au contraire. Pas du tout. Surtout que l'été qui arrive, le melon d'eau, la pastèque et le melon sont excellents en été. Et ils sont bons, il faut les consommer avec modération. Il ne faut pas que ce soit très glacé non plus, parce que ça va entraîner un spasme au niveau digestif et ça ne va pas s'absorber, les nutriments. Dianome ne veut pas s'absorber correctement. L'idée, quand on croque des fruits, c'est de saliver ces fruits. C'est de les mastiquer. Donc, se faire du bien avec du melon, avec de la pastèque, avec des raisins. Une portion à chaque fois, et pas plus de 2 ou 3 par jour. Merci beaucoup, Dr Behiez, spécialiste en nutrition et diabétologie à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir été là pour la toute dernière émission de la saison. On va dire une émission avec beaucoup d'informations et d'éléments, de conseils à emporter pour les téléspectateurs tout au long de ces vacances. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Ça a été un plaisir, un honneur pour moi de vous servir tout au long de cette saison. Et à très bientôt. N'oubliez pas aussi, en direct, du lundi au jeudi avec Farhana, sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.